Avant de parler du Togo et de l'amélioration de l'indice mondial de la paix 2020, on continue notre périple en République démocratique du Congo, ex-Zaïre, la dépouille de Patrice Emery Lumumba de retour dans sa région natale. Qui était Patrice Lumumba? On doit savoir cela qu'on s'y à côté. Oui, Patrice Lumumba, c'était le premier ministre issu des élections législatives qui coïncidait avec le départ du roi belge du Congo dans les années 60. Et puis, il avait suivi le discours d'adieu du roi Baudin qui leur disait comme s'ils n'étaient pas capables de faire mieux que eux, les Belges, de garder les institutions que eux, ils ont déjà établies. C'est là où, piqué par une colère nationaliste, Lumumba leur a fait comprendre que tout le temps, on les a sous-estimés, on les a battus. Il a fait un discours qui était éloquent. Et en cela, on a déjà su que ce n'était pas un monsieur qui va avaler tout de suite tout ce qu'ils vont lui proposer. Et puis, il y avait aussi cette scission du Katanga que Lumumba ne voulait pas, puisqu'il était Premier ministre. Lui, il était plus enclin à l'unité nationale et à l'intégrité territoriale. Et donc, il y avait alors un combat entre lui et les sécessionnistes katangais. Et donc, il avait demandé l'aide de la Russie, puisque les États-Unis, les Belges, les Européens lui ont fermé la porte. Et donc, on a vu en lui un communiste. C'est-à-dire la CIA et autres, et plus les Belges ont dit, ah, celui-là, en dehors d'être nationaliste, c'est un communiste, il faut le combattre. Donc il était en ligne de mire de la CIA, qui le voulait. Et, or, la Belgique, avec son chef d'état-major d'antan, qui était Mobutu Sese Seko, qui était plus privilégié, parce que on a vu en lui qu'il était manipulable. Et donc, les gens ont dit, ah, il vaut mieux avoir sa peau. C'est comme ça, il a été déchu et on lui a fait un coup. Il a été arrêté et puis transféré au Katanga. C'est comme il a été arrêté là où il avait plus d'influence sur son territoire et on l'a amené sur la terre katangaise qui était plus enclin, qui était plus favorable, qui était plus hostile à lui et plus ouvert aux Belges, aux colons. Donc c'est ainsi qu'on l'a assassiné, on l'a découpé, on l'a mis dans l'acide. Je ne savais pas pourquoi, après l'avoir assassiné, on ne voulait même pas laisser son corps défunt même si on l'avait enterré à la va-vite. On l'a enterré, il y a des habitants qui viennent et pour voir là où on l'a enterré. Donc, mais je ne sais pas, cette animosité, c'est-à-dire cette animosité déployée contre lui, je ne savais pas si c'était pour faire peur aux autres qui vont vouloir faire comme lui, ou si on a voulu couper le courant de Lumumba, je ne sais pas pourquoi il a été mis dans l'acide. C'était une atrocité commise contre lui que je n'arrive pas à comprendre. Et c'est ainsi que, voilà, Mobutu a pris le règne et on a essayé de fermer par la force la page Lumumba. Corneille Norbert-Kwasi, on dit que Patrice Lumumba était aussi, on ne peut plus intelligent, très intelligent. Aujourd'hui, son assassinat irrite Kinshasa qui, à un moment donné, accuse aussi Katanga. Quel est le problème concrètement? C'est vrai que Kosiga l'a dit tout à l'heure, c'est parce qu'il y a une partie du Katanga qui était pro-belge. Qu'aujourd'hui, Vous savez que dans tous les États africains, à 90%, les jouisseurs, les profiteurs de la République pensent que celui qui est nationaliste, tous ses propos sont irrévérencieux contre eux. Le nationaliste, c'est celui qui veut le bien de son pays. Le nationaliste, c'est celui-là qui veut dealer avec l'Occident à part égale. Ce n'est pas celui qu'on va venir embaumer en lui disant non, vos biens, on le prend à 90%, vous avez 10%. Les profiteurs acceptent. Mais Lumumba, tout de suite, M. Kosiga disait qu'il a tenu un discours éloquent. Effectivement, le discours éloquent était pour nous les Africains.
le discours éloquent était pour les Zaïrois. Mais de l'autre côté, ça veut dire que les profiteurs et les jouisseurs de la République congolaise et les colons, pour eux, c'était un discours irrévérencieux. Donc, il fallait détruire, il fallait tuer ce monsieur. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et comment les Blancs organisent les tueries? Ils vont toujours mettre ton propre frère, ils vont même mettre ta femme, ils vont même mettre ton fils. Ça a été le cas déjà en RDC avec Kabila père et Kabila fils. Aujourd'hui, on ne sait pas qui a tué Kabila, Laurent Désiré Kabila. Mais dès qu'il est mort, son fils était là. Mais ce monsieur, Kabila fils, était garde de corps de Kagame. C'est ce que les gens ne savent pas. Il parle mieux l'anglais que le français. C'est quoi les gens pensent qu'il ne parle pas? C'est parce qu'il s'exprime difficilement en français. Il s'exprime plus en anglais. Donc ce que je retiens de ce monsieur, c'est que c'est un monsieur nationaliste. Il faut que le mot sorte. Les Européens ont peur, ils ont peur au moins de ces mots. Mais c'est ça. C'est un nationaliste vrai. Mais c'est quelqu'un qui était en avance. Tu dis qu'il était intelligent. Effectivement, il était très intelligent. Il était en avance sur sa population. C'est ce qui fait que les gens n'ont pas compris. Mais comme la zone où aujourd'hui, on appelle le Katanga, cette zone qui était hostile, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà fait un lavement de cerveau au niveau du Katanga, parce que c'est là-bas que se trouvent les richesses. Donc, il fallait salir ce monsieur dans cette zone-là, et parce que ce monsieur n'était pas bon pour vous, mais c'est nous qui sommes bons pour vous. Mais 61 ans après, on se rend compte que les Katangais se rendent compte que c'était Lumumba qui était celui qui était bon, mais pas ceux qui étaient en face, qui passaient tout leur temps à mentir. À beau mentir vient de loin. On a beau mentir, mais la vérité va venir nous retrouver. Aujourd'hui, avec la dent de Lumumba, on a su que tous ceux qui étaient au devant pour salir Lumumba, c'était les vrais menteurs. C'était eux qui étaient les jouisseurs. C'était eux qui ne voulaient pas le développement du Zaïre. Je dis Zaïre parce que c'est maintenant qu'on a appelé RDC. Vous voyez que l'Afrique va de mal en pire. Et donc, les hommes politiques, la société civile, nous tous, nous devrons unir nos forces pour ne pas que ces genres de situations encore arrivent sur notre continent. Parce qu'on souffre trop. On va chuter avec vous pour la RDC, surtout dans un pays aussi divisé, où il y a des crises sans cesse. Il y a actuellement la rébellion du M23. Vous pensez que ces cérémonies organisées vont apporter quelque chose peut-être à ce pays immensement riche? Comme nous le comprenons ici sur ce plateau, je ne veux pas prédire le mal, mais je sais que le mouvement 23 ne va pas apprécier ce comportement. Quoique ils sont en train de guerroyer contre le peuple, mais cette manière de salir l'image de ce monsieur-là ne va pas aller. Ce n'est pas ce que Tshisekedi a fait là qui va ramener la paix dont on parle. Tout le monde connaît l'histoire de Katanga et de Lumumba. Tout le monde connaît ça. Maintenant, aujourd'hui, il a fallu, comme M. Kwasi l'a dit, 61 ans, pour que les gens reviennent pour dire que Lumumba était mieux que les Belges. Et maintenant, on leur envoie les dents et ils veulent enterrer. Mais je ne crois pas que cette manière de faire de Tshisekedi amènerait la paix dont on parle là, à la RDC en ce moment. Allez, on va quitter la République démocratique du Congo pour le Togo. Le Togo donc a gagné 7 places dans le dernier classement de l'indice mondial de la paix publié en milieu de semaine dernière, c'est-à-dire le mercredi 15 juin. Alors, Kosiga à côté, c'est quoi l'indice mondial? L'indice, on parle de la paix, oui, c'est bon, c'est une bonne chose. Quand on dit que votre pays a gagné 7 places. Notre pays, à toi et moi. Ouais, oui, bon, selon la définition de l'indice mondial de la paix, c'est d'abord
il faut réunir un certain nombre d'indicateurs pour être classé alors dans ce lot des gens ou des pays qui ont un bon indice, voilà, de la paix. Donc il faut d'abord notamment il faut je crois réduire le nombre de décès aux conflits internes et externes, le terrorisme, l'instabilité politique, les dépenses militaires en pourcentage du PIB, le niveau de criminalité, l'accès aux armes à feu et les relations avec les pays voisins. Donc le Togo obtient un score de 2094 points pour se positionner à la 102e place au niveau mondial et à la 20e place en Afrique. De plus, le Togo est l'un des pays où l'impact économique de la violence a le plus fortement diminué avec une réduction de plus de 25% en 2020 et 2021 avec la Guinée équatoriale et la Bulgarie. Donc, nous savons que la paix est très chère au Togo et à ses dirigeants. Et donc, ils font tout ce qu'il faut pour sauvegarder la paix et la sécurité à tout le monde. Tout le monde sait qu'au Togo, il n'y a pas la guerre entre les ethnies, il n'y a pas la guerre entre le Togo et ses voisins, il n'y en a pas. Et malgré Covid-19, avec tous les aléas économiques, si vous suivez très bien les publications sur l'économie togolaise, on nous dit que nous avons une croissance acceptable. Donc je crois que c'est tout cela mis ensemble qui a permis que le Togo puisse gagner cette place avec l'indice mondial de la paix. Et donc c'est quelque chose à encourager. Il va falloir qu'on encourage les pouvoirs publics à aller dans le même sens et surtout ouvrir plus le van à tous les Togolais pour que voilà, les trois repas puissent être sauvegardés, que le panier du ménager soit alors bien huilé et que le SMIC togolais, pour une fois, soit touché. C'est vrai que la fois dernière, le ministre de la fonction publique a dit que cela ralentit l'investissement, mais il faudrait que les investisseurs aussi comprennent que ce n'est pas en payant des salaires maigres et en gagnant beaucoup par après qui est nécessaire dans un investissement. Il faut un investissement gagnant-gagnant où les gens sont bien payés dans votre entreprise et que demain ils puissent dire aussi que grâce à vous, ils ont pu avoir ceci et cela. Donc, que vivement, nous félicitons le pouvoir public togolais, mais nous les encourageons à faire mieux. Alors, Corneille Norbert Kwasi, cette question, le Togo est devant votre pays ou derrière? Bon. Je n'ai pas vu le classement. De la Côte d'Ivoire. Je ne peux pas savoir si le Togo est devant mon pays, la Côte d'Ivoire, ou derrière la Côte d'Ivoire. Mais on va analyser les 23 indicateurs. On parle d'abord des décès dus aux conflits internes et externes. Oui, si c'est sur ce plan, je crois bien que le Togo est devant nous. Oui. Parce que, quoi qu'on dise, ça fait des années quand même où il n'y a pas de conflit interne. Mais vous savez que la paix est une riche parure qui ne coûte rien. Mais elle ne coûte rien, mais elle est très importante dans le développement de nos nations. Sans paix, on ne peut rien faire. Mais la paix interne dans un pays, est-ce que c'est le gouvernement qui fait qu'il y a la paix ou bien c'est l'opposition qui fait qu'il y a la paix? Parce que tout à l'heure, quand on était sur le cas du Sénégal, apparemment, c'est l'opposition qui, aujourd'hui, ne veut pas de la paix, qui crée le trouble dans le pays. Mais je dis aussi que quand l'opposition est souple dans un pays, les gouvernants pensent que c'est eux qui font la paix. Mais c'est parce qu'ils sont conscients. Quand les hommes politiques sont conscients de leur pays, des aléas qu'ils peuvent avoir, ça veut dire que les agissements peuvent créer des troubles dans le pays et qui ne va pas arranger le pays. Souvent, les gens réfléchissent assez et laissent tomber certaines décisions. Mais quand les hommes politiques sont cupides, quand les hommes politiques ne sont pas des gens quand même assez réfléchis sur les valeurs de l'homme, ils s'en foutent. C'est leur gain qui les intéresse. C'est leur parti politique qui les intéresse. Comment faire réussir les enfants en Europe? Parce que pour eux, la référence, c'est l'Europe, c'est les États-Unis.
ils s'en fichent. Cela trouble la paix dans les pays. Dans votre pays, je crois bien que l'opposition ne sort pas pour emmerder l'État. Parce qu'ils savent déjà que l'État a un peu de problème. S'il faut en ajouter, c'est un peu compliqué. C'est le contraire chez vous. C'est le contraire chez nous. C'est le contraire chez nous il y a de cela peut-être 10 ans. Mais maintenant, depuis que le président Ouattara est là, les gens savent, ce n'est pas un secret de polichinelle. Si tu veux troubler la paix, tu vas te retrouver à la Maca directement. Et comme les gens ont peur de la prison, parce que c'est le style des présidents africains maintenant, pour avoir la paix, tous ceux qui troublent l'ordre public doivent être en prison. Une fois qu'un seul est parti en prison, bien deuxième est parti en prison, les autres deviennent sérieux, ils ne font que regarder. Bon, donc on ne peut pas justifier la paix, les places que nos pays ont aujourd'hui, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Burkina, que ce soit au Togo. On ne peut pas dire que c'est ça qui fait qu'on a la paix totale. Tout de suite, il a parlé de terrorisme. Mais le terrorisme, quand on parle de terrorisme, poser la question ça, cet indice-là, je ne suis pas d'accord avec ceux qui ont parlé de ça. Parce que les terroristes, là, les États sont là. Un matin, on nous dit qu'il y a telles personnes qui sont descendues dans telle localité, ils ont tué tel nombre de personnes. On doit enlever le terrorisme. On doit enlever le terrorisme là-dedans. Mais c'était en Europe, c'était aux États-Unis. Mais leurs indices, ils sont toujours devant nous. Parce que pourtant, ça a commencé là-bas. En Israël, Israël est cité. Je suis sûr qu'Israël est cité dedans. Non. Israël n'est pas dedans. Non. Ok. S'ils n'ont pas mis Israël, c'est qu'ils ont fait un bon travail. Mais il y a des pays, par contre, où le terrorisme sévit. Mais ils sont cités. Donc le terrorisme, on doit l'enlever. Carrément, on doit l'enlever carrément. Mais je crois bien que les autorités togolaises font ce qu'ils ont à faire. Les opposants aussi, ils ont ce qu'ils ont à faire pour que la paix puisse régner dans le pays. La paix est très importante. On peut enlever le terrorisme, mais il y a l'instabilité politique. C'est vrai qu'avec Covid-19, depuis quelques années, ça fait 2 ans environ, il n'y a plus d'instabilité. Mais bon enfant Gbovie, le Togo avait connu ces instabilités politiques. Mais vous savez, chaque pays a sa réalité. Heureusement que quand le Togo avait connu ces instabilités politiques, le Togo n'avait pas occupé ce rang. Il y a un classement sur 163 pays avec je crois, le nombre les 23 indices dont on a parlé. 23 indices. Moi, ce que moi j'ai dit ici la fois passée que moi je n'aime pas parler du passé. Maintenant, je veux aller. Mais on peut s'appuyer sur le passé pour construire l'avenir. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas catégorique. Ce n'est pas catégorique. C'est relatif. Là où nous sommes aujourd'hui, on ne peut plus parler d'instabilité politique quand même au Togo, puisque la voie est libre. Là où nous sommes, la voie est libre. Il n'y a même plus. Si quelqu'un veut faire quelque chose, ça veut dire qu'on va déceler vraiment ce qu'il veut faire. La stabilité est assise maintenant, petit à petit, au Togo. Quand nous ne voulons pas, quand M. Kwasi défend le fait d'enlever le terrorisme, le terrorisme est un facteur qui va créer l'instabilité. Oui, le terrorisme. L'opposant dans le pays va dire que la mouvance présidentielle ne met pas les mesures sécuritaires en place, c'est pourquoi on les attaque. Même si n'importe quelle mesure sécuritaire, mais les djihadistes, les gens, le terrorisme... Est-ce que c'est le terrorisme ou bien la capacité pour les différentes nations donc de faire face au terrorisme, comme le Togo le fait aujourd'hui avec Maïseria? Justement, c'est ça que cet institut a pu évaluer pour le Togo. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de pays qui sont embêtés par ce terrorisme, mais la capacité d'un pays de gérer les choses, c'est ça qui compte. Aujourd'hui, nous ne savons pas sur quels critères l'institut là se base en réalité. On cite les critères, mais on ne sait pas. Les critères doivent avoir d'autres indices sur lesquels on doit se baser pour dire que ce pays, enfin de ce critère, a été, etc. Nous ne connaissons pas cela. Mais ce que je dois dire pour mon pays, le Togo, c'est qu'il y a quelque temps, nous sommes rentrés dans une stabilité politique et des fois même, on sort des écrits quand nous dans les dépenses militaires. Les dépenses militaires. Voilà. Il n'y a plus de dépenses. Non, ce n'est pas qu'il n'y a pas de dépenses. Il y a différence entre les dépenses d'entre-temps. Et aujourd'hui, ils ont compris l'enjeu de la chose. Donc, ces dépenses sont réduites. Les dépenses sont relatives maintenant. Les dépenses sont pas réduites, mais relatives.
Et tout le monde a su que par rapport à ce qui se passe, il faut cette dépense-là pour ceci. Donc voilà. Donc avec l'autre... C'est pas un peu contradictoire parce que le Togo doit faire face aussi au terrorisme. On doit faire des dépenses militaires justement pour traquer ces terroristes, surtout au nord du Togo. Justement, ce n'est pas lorsque vous avez maintenant les terroristes que vous allez chercher les armes. C'est pas comme Vous ça. avez déjà les armes. Mais oui, celui qui veut la guerre, prépare la paix. prépare la paix. Celui qui veut la paix, prépare la guerre. Donc aujourd'hui, ce n'est pas les armes, les nouvelles armes que le Togo pourrait s'acheter de par-ci, de par-là pour convaincre les gens. Nous avons déjà les choses. Et maintenant, parce même que les stratégies militaires, les stratégies, ça c'est dépenses militaires, Oui. dépenses pour acheter peut-être les armes. Oui. Les stratégies pour faire les face stratégies aux militaires djihadistes. rentrent dans les choses politiques. Les stratégies militaires rentrent dans les choses politiques. Moi, j'ai les armes. Maintenant, je veux les stratégies pour pouvoir contrecarrer les choses là. Mais je passe par les coulisses et je fais venir ceux qui sont plus que moi et on me définit les choses là et ça va. Donc aujourd'hui, je ne crois pas que la façon dont le Togo dépensait pour l'armement, c'est encore la même chose. C'est pourquoi le Togo est cité parmi les pays qui n'ont plus dépensé trop. Pour les choses. Et il y a encore On a d'autres parlé critères. du PIB aussi. Oui, Ouais, le PIB, c'est-à-dire ça, c'est que économique, oui. les dépenses qui doivent être effectuées dans l'achat des armes doivent être, je crois, à un pourcentage, À un pourcentage du PIB donné. voilà, à un pourcentage du PIB donné. Mais cela affaiblit parfois le système de défense de la nation. C'est-à-dire, c'est des choses que les Blancs imposent à l'État, ce qui fait que parfois, une simple rébellion a plus d'armes que l'État lui-même. Et là, c'est ce qui a joué de mauvais tours au Mali et qui a fait à ce que les groupes terroristes ont eu raison du pouvoir militaire malien entre-temps. Retour également en 2010 peut-être en Voilà. Côte d'Ivoire. Or, chez les Blancs, il n'y a pas ça. Les Blancs ont toutes sortes d'armes, mais je ne sais pas pourquoi on ne les juge pas par rapport à ça. Et qu'on impose ça à nous autres qui sommes en Afrique et qui avons besoin justement de ces armes pour combattre le bordel que Sarkozy et l'OTAN ont créé en Libye. Et le niveau de criminalité dans votre pays? Alors, le niveau de criminalité dans notre pays est aujourd'hui un peu calme, je dirais. N'eût été les braquages sporadiques ici et là, mais on ne peut pas parler de grande criminalité aujourd'hui au Togo. Il n'y en a pas. Les axes routiers sont sécurisés. La sécurité urbaine et la sécurité nationale est garantie. Nous avons un maestro, le général Yark, qui organise bien la sécurité du pays, qui fait que même le petit voleur du quartier ou du village a peur du soldat. Et donc, moi, j'ai dit, on ne peut que dire bravo à ça. Le Togo ne souffre pas de grande criminalité. Et voilà, le système est tellement bien organisé qu'à tout coin de rue, il y a un policier en civil ou en treillis qui suit. Et donc, pour le moment, c'est bien. Bon, vous n'êtes pas togolais, vous passez souvent au Togo parce que vous avez des amis ici, vous avez des affaires à faire. Est-ce que vous remarquez que le Togo a de bonnes relations avec tous les pays voisins? Parce que ça fait partie des indicateurs. Moi, je crois bien que le Togo a de bonnes relations avec tous les pays voisins. Parce que quand je suis à Cotonou, tu vas voir les Béninois venir au Togo pour faire les achats. Mon pays, la Côte d'Ivoire, leur référence pour faire les achats, c'est Lomé. Ouais, n'eût été le Covid où il y a eu vraiment les frontières fermées, le Togo quand même est une référence. Et si les gens viennent, c'est parce que quand ils viennent une première fois, une deuxième fois, ils sentent qu'ils sont en sécurité, qu'ils reviennent. Sinon, si vous venez dans un pays et que vous êtes toujours volé, vous êtes toujours agressé, je ne crois pas que vous allez retourner. Et ça, c'est entre les populations. Est-ce que vous avez la même impression concernant les dirigeants? Oui. Sur le plan de la diplomatie, moi, je crois bien que ça fonctionne très bien. Parce que je ne connais pas personnellement le président Faure, mais je sais qu'il fréquente beaucoup le président Ouattara, qui est en quelque sorte... Le président ghanéen, Nana Akufo-Addo. Nana Akufo-Addo, le président Ouattara qui est un peu comme le mentor des chefs d'État francophone en Afrique francophone.
si le Togo se comportait mal, c'est-à-dire que si vos dirigeants se comportaient mal, on allait le sentir automatiquement. Le Togo n'a pas de souci avec ses voisins. Le président n'a pas de souci également avec d'autres présidents, dont Patrice Talon. C'est ça, bon enfant à Boli? Ça dépend. Bolier, quoi. Ça dépend, ça dépend. Comme il a dit, ça fait la 3e fois. Il est vrai qu'au Togo, le Togo est cité parmi les pays de paix. Hein. La paix, c'est lorsqu'il y a l'absence de guerre. Tu es là. C'est au Togo, les choses circulent bien. Ça, c'est d'abord ça. Maintenant, dire que entre les présidents voisins, c'est pourquoi il dit que ça dépend. Comportement de mouton, ça amène la réaction du berger. Donc, si Patrick Talon ne veut pas nouer de bonnes relations avec le jeune doyen, il aura sa part. Parce que, comme Kwasi l'a dit, le président Faure a côtoyé plusieurs présidents de la sous-région. Et il a dit que s'il y avait de problèmes particuliers avec les gens là, ça se ferait sentir. Et c'est en vertu de ça qu'il a donné ce crédit au Togo comme un pays richement de paix. Mais lorsque vous êtes dans une communauté et toi tu veux d'une manière ou d'une autre voir mal ton prochain, mais il est président chez lui et il a le droit de faire sortir son veto. Donc un président qui ne veut pas être bien avec mon président fort, il le verra sur son chemin, c'est tout. On a parlé aussi de l'accès aux armes à feu, Kossiga à côté peut-être pour finir. Oui, vous savez, chaque année, il est demandé à tous les Togolais qui ont en possession une arme de se faire identifier. Avoir une arme à feu au Togo n'est pas du chocolat. C'est tout un parcours de combattant. Et puis, il n'y a pas de boutique d'armes au Togo que je sache. Donc tout ça rentre dans la sécurité. Maintenant, pour rebondir un peu sur ce que mon frère vient de dire par rapport à Patrice Talon n'a pas de problème avec Faure Gnassingbé. On les avait vus à Abidjan également. Faure Gnassingbé aussi n'a pas de problème particulier contre Patrice Talon. C'est des gens qui ont voulu créer cette tendance-là. Ah oui, qui ont voulu faire... mais je crois que l'histoire les a rattrapés et donc tout est calme. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Voilà. Robert Kossiga à côté, vous êtes le président de Alliance Jeunesse Développement. On espère que tout va bien là-bas. Merci également à l'homme politique ivoirien, Corneille Norbert Kwasi, qui est de passage à Lomé. Vous êtes là pour le moment. Bon enfant, c'est bon enfant, un homme bon enfant, comme je le dis souvent. Bon enfant à Bovi, analyse politique. Merci également à vous. On est toujours ensemble. On est toujours ensemble. On se retrouve la semaine prochaine. Donc, avec vous, l'émission continue la prochaine fois. À très bientôt.